Il existe des silences qui ne sont pas synonymes de paix. Ils sont le poids écrasant de secrets, enfouis sous des couches de terre, de temps et d'oubli. Il existe des lieux sur la carte qui ne sont pas seulement géographiques. Ce sont des cicatrices, des blessures ouvertes sur la peau du monde, qui suintent l'histoire d'un abandon délibéré et cruel. Aujourd'hui, nous nous rendons dans l'un de ces lieux, vers un labyrinthe de pierre et de vent au cœur du Mexique. La Sierra Tarahumara, un royaume de ravins si profond qu'ils semblent atteindre le centre de la terre. Un paysage d'une beauté brutale, sculpté par la patience des dieux et la fureur des éléments. C'est là que vivent les Raramuri. Ceux aux pieds légers, un peuple dont la légende a fait le tour du monde. On dit qu'ils peuvent courir pendant des jours sans se reposer, le cœur battant au rythme des tambours de la terre. On dit que leurs poumons contiennent la force des vents de la Sierra, un peuple forgé dans la roche de la résistance. Mais toute résistance a un point de rupture. Tout rocher, aussi dur soit-il, finit par céder à l'érosion constante. Que se passe-t-il lorsque le monde extérieur, le monde des Chabochis, des étrangers, des hommes sans âme, avance comme un fléau silencieux, lorsqu'il vous arrache la terre foulée par vos ancêtres? Lorsqu'il empoisonne l'eau que boivent vos enfants, quand il transforme votre culture sacrée en une curiosité pour les touristes, quand il vous transforme en une pièce de musée vivant dans votre propre maison, vous forçant à sourire pour une photo en échange de quelques pièces qui achètent à peine 1 kilo de farine. Que faites-vous pour survivre quand la survie elle-même ressemble à une trahison? Que feriez-vous pour que vos enfants ne deviennent pas des étrangers dans le seul monde qu'ils connaissent? Dans la solitude glaciale des ravins, certaines mères ont trouvé une solution terrible, inconcevable. Une solution qui défie la loi des hommes, la loi de la nature et pour beaucoup, la loi de Dieu. Pour protéger leur famille, pour que leur sang ne se mélange pas à celui de l'envahisseur, pour que leur dernier lopin de terre ne tombe pas entre des mains étrangères. Elles mariaient leurs filles à leurs propres frères. Un tabou. Un acte que l'esprit refuse d'accepter. Devenu le dernier et le plus désespéré mécanisme de survie. Je m'appelle Matteo Del Valle et vous écoutez Réalité interdite. Ce n'est pas seulement une chaîne. C'est un refuge, un espace pour les voix que le monde s'efforce d'ignorer. Pour les histoires qui nous mettent mal à l'aise, qui nous bouleversent, qui nous obligent à regarder en face les vérités que nous préférerions ne pas voir, car ce n'est qu'en affrontant l'obscurité que nous pouvons commencer à la comprendre. Si vous avez le courage d'écouter ce qui n'est pas dit, de voir ce qui se cache dans l'ombre de notre indifférence, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté qui n'a pas peur de la vérité. Activez la cloche, car la réalité, la vraie réalité, ne prévient jamais quand elle va frapper. Notre histoire d'aujourd'hui n'est pas un conte de monstres aux griffes et aux crocs acérés. C'est une chronique de l'abandon, de la peur et des décisions impensables qui naissent lorsqu'un peuple entier est poussé au bord du gouffre. Tout commence, comme tant de tragédies, par un murmure. Le nom d'une petite fille. Alitzel. Un nom qui signifie « petite goutte d'eau » dans sa langue. Mais dans la vie d'Alitzel, l'eau n'était pas un cadeau du ciel. C'était un fardeau, une condamnation quotidienne. Elle avait 13 ans, mais son corps semblait avoir 10 ans et ses yeux 80. 13 ans. Un âge pour découvrir le monde, pour rire, pour rêver. Les rêves d'Alitzel étaient courts et lourds. Elle rêvait de ne pas avoir froid, d'un plat de haricots rempli à ras-bord. Ses mains n'étaient pas douces comme celles d'une petite fille. Elles étaient gercées, calleuses, enflées par le froid et le travail incessant. Ses ongles étaient décassés et noirs de terre.
Ses petites épaules osseuses étaient déjà déformées par le poids de la cruche en argile. Chaque matin, avant que le soleil n'ose apparaître derrière les montagnes, Ali Tzell commençait son pèlerinage. 2 heures de marche sur un sentier dangereux. 2 heures de descente vers un ruisseau qui, chaque année, charriait moins d'eau. 2 heures de retour, avec le poids de la cruche qui tirait sur son cou et lui brûlait les muscles du dos. Ses yeux ne connaissaient pas les couleurs des jouets ni les écrans des téléphones. Il connaissait le gris de la roche, le brun de la terre sèche, le regard perpétuellement fatigué de sa mère. Et la faim sourde, cette douleur creuse qui s'installait parfois dans son estomac pendant des jours entiers. Il vivait dans un hameau isolé, une poignée de maisons en adobe et en bois, accrochées au flanc d'une montagne. Comme si elles avaient peur de tomber dans le vide, un endroit où le temps semblait s'être arrêté dans un passé lointain. Mais c'était une illusion. Le temps avançait, implacable. Et avec lui, la menace. Des bûcherons illégaux qui abattaient les forêts sacrées. Des sociétés minières canadiennes qui dynamitèrent les montagnes et polluaient les rivières avec du cyanure. Des étrangers aux sourires factices et aux camionnettes neuves, qui achetaient des hectares de terre avec des promesses vaines et des documents que personne dans la communauté ne savait lire. Chaque jour, le monde d'Ali Tzell rétrécissait un peu plus. Chaque jour, la peur dans le cœur de sa mère, Elena, grandissait comme une mauvaise herbe. Elena la regardait dormir la nuit. Elle ne voyait pas sa fille de 13 ans. Elle voyait l'avenir. Un avenir fragile qui s'échappait entre ses doigts comme une poignée de poussière. Elle savait ce qui attendait les jeunes filles comme Ali Tzell. Elle l'avait vu. Encore et encore. Certaines, désespérées par la faim, partaient travailler dans les champs de pommiers de la ville. Beaucoup ne revenaient pas. Elles étaient dévorées par un monde qu'elles ne comprenaient pas. D'autres se mariaient avec des chabotchis. Elles avaient des enfants à la peau plus claire et aux yeux étranges. Des enfants qui se moquaient des vieilles légendes, qui ne parlaient plus la langue de leurs grands-parents. Ils devenaient autres. Ils perdaient l'âme de la Sierra. Et Elena, qui avait vu son propre peuple se vider lentement de son sang, ne pouvait le permettre. Pas avec son sang, pas avec sa fille. Le frère d'Ali Tzell, Démétrio, avait 15 ans. Il était fort, taciturne, un garçon forgé par le silence et le travail acharné. Ses mains savaient déjà comment parler à la terre pour qu'elle donne ses maigres fruits. Ses yeux comprenaient le langage des nuages et du vent. C'était un Raramuri, pur, incontaminé. Il était le seul ancrage qu'Elena voyait dans une mer d'incertitude. La seule garantie que son sang, sa lignée, sa petite parcelle de terre misérable survivrait. Une nuit, alors que le vent glacial de la Sierra hurlait entre les pins comme une âme en peine, Elena prit sa décision. Elle s'assit par terre, à côté de la natte où dormait Ali Tzell. Elle l'observa respirer, une respiration douce, innocente, indifférente à tout. Et dans le silence absolu de cette hutte en adobe, à la lueur vacillante d'une seule bougie, Elena décida du futur de ses 2 enfants. Une décision qui, dans son esprit, sauverait sa famille ou la détruirait à jamais. Voici l'histoire de cette décision. Et de la façon dont le silence majestueux des montagnes peut dissimuler le cri le plus déchirant qui soit. Le monde extérieur, cet univers lointain et étranger, a appris l'existence d'Ali Tzell par un simple hasard bureaucratique. Une signature sur un papier. Une décision prise à 500 km de là. Sur un bureau en bois poli du ministère de l'Éducation de la capitale. Un poste d'enseignante rurale. L'un de ces postes vacants qui apparaissent année après année sur les listes officielles.
une destination considérée comme une punition. Un exil, un poste dont personne ne voulait, dans une communauté dont le nom était difficile à prononcer et encore plus difficile à trouver sur une carte. Mais pour Laura Valenzuela, une jeune femme de 24 ans tout juste sortie de l'université, ce poste vacant n'était pas une punition, c'était une promesse. Et Laura appartenait à cette rare lignée d'âmes qui croient encore pouvoir changer le monde. Ou, du moins, un petit coin oublié de celui-ci. Alors que ses camarades de génération cherchaient des postes dans des entreprises, des masters à l'étranger ou la sécurité d'un emploi de bureau, Laura cherchait un but. Et elle l'a trouvé dans le nom de cette communauté perdue, Reggio Gocci. Elle a emballé ses maigres possessions dans 2 cartons, des livres sur la pédagogie, des romans de réalisme magique, un jean usé et sa guitare, une vieille compagne avec laquelle elle traduisait ses émotions en accords. Elle a laissé derrière elle le confort prévisible de la ville, le bruit de la circulation, la précipitation inutile, l'odeur de l'asphalte chaud. Elle monta dans la Sierra à la recherche d'un idéal. Elle trouva un silence si profond qu'il la rendit sourde. Le voyage fut le premier avertissement. 12 heures dans un bus qui la déposa à Creil. De là, 4 autres heures dans une camionnette brinque-ballante qui avançait péniblement sur des routes qui n'étaient pas des routes, mais des cicatrices sur la terre. Quand elle est enfin arrivée, elle a eu l'impression d'avoir voyagé dans un autre siècle. L'école n'était qu'une seule pièce, 4 murs en adobe fissuré. Un toit en tôle qui rugissait comme un monstre métallique sous la pluie et craquait sous le soleil de midi. Il n'y avait pas de pupitre, seulement des planches de bois posées sur des pierres. Le tableau noir était une planche de bois peinte en noir, tellement usée que la craie ne laissait presque aucune trace. Et puis il y avait les enfants. 20 pères Dieu. Ils l'observaient entrer avec une solennité qui ne correspondait pas à leur âge. C'étaient des enfants de 5, 8, 12 ans, tous réunis dans le même espace. Leurs visages étaient les cartes d'une histoire que Laura, malgré toute son éducation, ne savait pas lire. Leurs yeux, sombres, profonds, impénétrables, l'examinaient avec un mélange de curiosité, de méfiance et d'une ancienne résignation. C'étaient des enfants rares à mourir, les héritiers des pieds légers, mais leurs âmes semblaient lourdes, rapides à courir, lents à faire confiance. Laura s'arma de patience et d'enthousiasme. Elle dépoussiéra sa guitare et leur chanta des chansons sur les animaux et les couleurs. Elle leur lut à haute voix des contes de dragons et de châteaux, de mondes lointains et fantastiques qui contrastaient brutalement avec la réalité de leur vie. Elle essaya de leur enseigner l'espagnol, mais pour eux, c'était plus qu'une langue étrangère. C'était la langue du Chabochi, la langue de ceux qui leur avaient pris leur terre, la langue des papiers qu'ils ne comprenaient pas, la langue des promesses non tenues. Chaque mot qu'il leur enseignait était en quelque sorte ressenti comme une petite trahison. Et puis, au milieu de ce groupe d'âmes silencieuses, il l'aperçut, Alitzel. Il ne la remarqua pas le premier jour, ni le deuxième. C'était comme si elle avait le pouvoir de se rendre invisible. Elle n'était ni la plus petite, ni la plus grande. Elle était la plus silencieuse. Dans un monde déjà silencieux, le mutisme d'Alitzel était un gouffre. Elle s'asseyait toujours dans le même coin, collée au mur en adobe, comme si elle voulait se fondre dans le décor, disparaître entre ses fissures. Elle ne parlait jamais. Elle ne levait jamais la main. Elle ne participait jamais au jeu. Elle se contentait d'observer. Ses yeux ne reflétaient rien. C'étaient 2 puits sombres, dépourvus de la lumière que l'on attend dans le regard d'un enfant. Laura, formée pour détecter les troubles d'apprentissage et les difficultés sociales, a vu autre chose chez Alitzel.
Ce n'était pas de la timidité, c'était de l'absence. Un jour, dans le but de les faire s'exprimer, peu importe comment, Laura leur a distribué des feuilles de papier et des crayons de couleur. « Dessinez votre maison », leur a-t-elle dit. « Dessinez votre famille. » Les autres enfants, après beaucoup d'hésitation, ont commencé à tracer des lignes maladroites, des montagnes pointues, des soleils avec des visages souriants, des silhouettes humaines faites de bâtons et de cercles. Alitzel resta immobile pendant longtemps. Elle tenait le crayon noir si fort que ses jointures étaient mates et blanches. Puis, elle commença à dessiner. Laura se déplaçait parmi les enfants, leur offrant un mot d'encouragement, un sourire. Lorsqu'elle arriva au coin où se trouvait Alitzel, elle s'arrêta. Elle regarda le papier. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de montagne. Il n'y avait que des barres, des lignes verticales et horizontales, épaisses, noires, tracées avec une fureur contenue. Elles formaient une cage. Et à l'intérieur de la cage, au centre, une petite silhouette. Un corps sans bras, sans jambes et sans visage. Laura sentit un frisson lui parcourir le dos, un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Elle s'agenouilla lentement à côté d'elle. Le sol était glacé. « Qu'est-ce que c'est, Alitzel ?» demanda-t-elle dans un murmure, comme si elle avait peur de briser quelque chose. La petite fille ne répondit pas. Son regard restait fixé sur le papier. Elle serra encore plus fort son crayon. Le seul bruit était le craquement de la pointe de graphite qui se brisait contre le papier. Laura, la gorge nouée, tendit la main et ramassa doucement le dessin. Elle le rangea dans le dossier contenant ses affaires. Cette nuit-là, dans la petite cabane que la communauté lui avait attribuée, Laura ne parvint pas à dormir. Elle alluma une bougie et posa le dessin sur la table en bois. La flamme vacillait et les ombres des barres semblèrent bouger, se refermant encore plus sur la silhouette sans visage. Ce n'était pas un dessin. C'était un cri muet, prisonnier du papier. Laura sut, avec une certitude qui lui glaça le sang, qu'elle ne pouvait l'ignorer. Elle décida d'agir. Mais comment? Elle commença à poser des questions, avec autant de délicatesse que possible. Elle profitait du moment où les mères venaient chercher leurs enfants. J'ai remarqué qu'Alitzel était très silencieuse, disait-elle avec un sourire forcé. Les réponses étaient toujours les mêmes. Un haussement d'épaules, un regard qui se détournait vers les montagnes. Les enfants sont comme ça ici, madame la maîtresse. Elle est timide. Elle a toujours été comme ça. Vous ne comprenez pas nos coutumes. Cette dernière phrase était la plus courante. Elle était répétée comme un mantra. Une barrière invisible mais infranchissable. Le silence de la communauté était un mur. Un mur d'adobe, de terre et de siècles de méfiance. Et Laura était de l'autre côté. Les semaines se sont transformées en mois. L'enthousiasme initial de Laura commença à s'éroder, à se fissurer comme la terre sèche de la montagne sous le soleil de midi. La solitude était une compagne constante. Une présence physique qui s'asseyait avec elle pour dîner et se couchait à ses côtés la nuit. Le vent, qui lui semblait au début être une chanson, ressemblait désormais à une complainte. Elle se sentait comme une astronaute échouée sur une planète étrangère, dont elle était incapable de déchiffrer la langue et les coutumes. Et au milieu de cette solitude, l'image d'Alitzel et son dessin devinrent une obsession. Un lundi, la place d'Alitzel dans le coin était vide. Laura pensa qu'elle était peut-être malade. Cela arrivait souvent, mais elle ne vint pas non plus le mardi, ni le mercredi. Laura sentit un nœud d'angoisse lui serrer l'estomac.
une peur froide et concrète. Elle interrogea les autres enfants. « Où est Alitzel ?» Les enfants se regardèrent les uns les autres. Puis ils baissèrent la tête et restèrent muets. C'était comme s'ils avaient effacé Alitzel de leur mémoire collective. Comme si elle n'avait jamais existé. Le jeudi, Laura n'en pouvait plus. L'angoisse était un animal qui la rongeait de l'intérieur. Elle décida d'aller la chercher. Elle interrogea l'homme qui lui apportait du bois chaque semaine, l'un des rares à lui adresser plus de 2 mots. « Savez-vous où habite la famille d'Alitzel ?» L'homme hésita. Ses petits yeux sombres la scrutèrent, comme s'il essayait de lire dans ses intentions. Finalement, après un long silence, il leva la main et désigna une montagne lointaine, une silhouette bleutée à l'horizon. « Par là, » dit-il, « là où le soleil se cache. » C'était plus une métaphore qu'une adresse. Laura le remercia et se mit en route. La route était une blessure dans la terre. Un sentier étroit et escarpé qui serpentait entre des rochers acérés et des cactus épineux. Elle marcha pendant 2 heures. Le soleil tapait avec une force implacable. L'air se raréfiait et chaque respiration était un effort. Elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, comme un tambour emballé. Ce n'était pas seulement à cause de l'effort physique. C'était à cause de la peur. Une peur primitive de l'endroit, du silence, de ce qu'il pourrait y trouver. Finalement, il la vit. Comme l'homme l'avait dit, accroché au flanc de la montagne, presque mimétisé avec le paysage, il y avait une petite hutte en adobe. Une mince colonne de fumée blanche s'élevait paresseusement d'un trou dans le toit. Laura s'arrêta à une 50aine de mètres. Elle essaya de calmer sa respiration. L'air avait un goût métallique, de poussière et de solitude. Elle s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. La porte n'était qu'un trou sombre dans le mur de boue. « Bonjour », dit-elle. Sa voix semblait faible, pathétique, absorbée par l'immensité du paysage. Une silhouette émergea de l'obscurité. Une femme. Son visage était une carte de rides profonde, sculptée par le soleil et une vie de privation. Ses yeux noirs étaient 2 morceaux d'obsidienne, durs et ternes. C'était Helena, la mère d'Alitzel. Elle ne sourit pas. Elle ne fit aucun geste de bienvenue. « Que voulez-vous, maîtresse ?» demanda-t-elle. Sa voix était aussi sèche et rugueuse que la terre sous ses pieds. « Je cherche Alitzel, » dit Laura, luttant pour que sa voix ne tremble pas. Elle n'est pas allée à l'école depuis plusieurs jours. Je m'inquiète pour elle. Helena la regarda. Ce fut un long regard, lourd. Un regard qui semblait la transpercer, la dépouiller de ses bonnes intentions et révéler son statut d'étrangère, d'intruse. Puis, ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. C'était une grimace de mépris, un jugement. « Alitzel va bien », dit-elle lentement, savourant chaque mot. Elle n'a plus besoin d'aller à l'école. Laura fronça les sourcils. La confusion luttait avec une peur grandissante. Pourquoi? Que s'est-il passé? Est-elle malade? Helena secoua lentement la tête, sans quitter Laura des yeux. Elle se prépare. Laura sentit un frisson la parcourir. Elle se prépare? Pourquoi faire? La femme recula d'un pas, se réfugiant dans l'obscurité protectrice de sa maison. Et depuis le seuil, avant de disparaître complètement, elle prononça un dernier mot. Un mot qui scella le destin de la conversation et ouvrit la porte à l'horreur dans l'esprit de Laura. Pour être une femme. La porte en bois improvisée se referma. Pas avec un coup, avec un son doux, presque final.
un son de vieux bois s'emboîtant dans un cadre d'argile. Laura se retrouva complètement seule. Le soleil commençait à se cacher derrière la montagne, teintant le ciel de couleurs violentes. Orange, rouge sang, pourpre profond, comme un immense bleu sur la peau du ciel. Se préparer à devenir une femme. La phrase résonnait dans sa tête, encore et encore. Elle n'avait aucun sens. Et en même temps, elle avait tout son sens. Un sens sombre, terrible, un soupçon monstrueux qui commençait à prendre forme dans son esprit. Laura ressentit un froid qui n'était pas celui du coucher de soleil dans la montagne. C'était le froid de la connaissance interdite. Elle venait de se pencher au-dessus d'un gouffre, et elle sut, avec une certitude qui la paralysa, qu'au fond de ce gouffre se trouvait Alitzel. Laura ne bougea pas. Elle resta immobile devant la porte fermée pendant un temps qu'elle ne pouvait mesurer. Le monde restait silencieux. Le soleil mourait derrière la montagne. Mais pour elle, tout avait changé de manière irrévocable. L'air qu'elle respirait était plus dense, presque irrespirable. Les couleurs du coucher de soleil n'étaient mates et plus belles. Elles étaient les couleurs d'une plaie ouverte. Elle se sentait observée, pas par Helena, qui se trouvait de l'autre côté de cette porte. Elle se sentait observée par les montagnes, par les pins centenaires qui se découpaient comme des silhouettes fantomatiques contre le ciel pourpre, par le ciel lui-même. Tout le paysage, dans sa majesté indifférente, semblait complice d'un terrible secret. Elle se retourna, comme un automate, et elle entreprit le long chemin du retour. À présent, le sentier n'était plus seulement un sentier. C'était une menace. Chaque rocher semblait avoir été placé là pour la faire trébucher. Chaque ombre qui s'allongeait avec le crépuscule ressemblait à une silhouette accroupie qui attendait. Le vent, qui lui avait auparavant semblé être une chanson de la nature, murmurait désormais. Et dans son murmure glacial, il répétait encore et encore les mots d'Helena, comme un écho affolant. Se préparer à devenir une femme. La phrase n'était plus un mystère. C'était une bouée de sauvetage qui s'enfonçait dans son esprit. C'était une clé, et Laura devinait, avec une terreur qui lui paralysait les entrailles, quelle porte elle était sur le point d'ouvrir. Elle arriva à sa cabane, alors que l'obscurité était déjà totale, absolue. Une obscurité qui semblait avoir un poids et une texture. Elle n'alluma pas la bougie. Elle ne chercha pas la lumière. Elle se laissa glisser au sol, adossant son dos contre le mur froid en adobe. Elle serra ses genoux contre elle, comme si elle craignait de s'effondrer. Et là, dans l'obscurité et le silence, elle finit par pleurer. Ce n'étaient pas des sanglots doux. C'étaient des sanglots secs, douloureux, qui lui écorchèrent la gorge. Elle pleurait à cause de la solitude écrasante, à cause de la peur qui la dévorait. Pour la petite fille du dessin dans la cage, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. L'image de ses yeux vides ne le lui permettrait pas. Mais elle savait aussi, avec une clarté désolante, qu'elle ne pouvait pas y arriver seule. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'un allié. Quelqu'un au sein de la communauté qui serait prêt à rompre le pacte du silence. Elle pensa au visage qu'elle voyait chaque jour. La plupart étaient fermés, impénétrables comme la roche. Mais il y en avait un, une vieille femme appelée Mathilde. Elle vivait un peu à l'écart du reste de la communauté. Laura la voyait presque tous les jours, assise devant sa hutte, tissant sur un métier à tisser. Parfois, lorsque Laura passait, Mathilde levait les yeux de son ouvrage et lui offrait un sourire. Un sourire minuscule, presque imperceptible, ridé comme un raisin sec. Mais c'était un sourire. Dans la Sierra Tarahumara, un sourire pouvait être une bouée de sauvetage. Le lendemain matin,
les yeux gonflés et l'âme en émoi. Laura alla la chercher. Elle la trouva à sa place habituelle, sous un vieux mesquite. Ses mains noueuses et expertes bougeaient avec une rapidité hypnotique, tissant des fils aux couleurs vives, créant les mêmes motifs sacrés que sa mère et sa grand-mère avaient tissés avant elle. Le rythme de ses mains sur le métier à tisser était constant, immuable, comme le temps lui-même à cet endroit. Laura s'approcha lentement, ne voulant pas troubler la paix de la scène. « Bonjour, Doña Mathilde. » La vieille femme ne cessa pas de tisser. Elle se contenta d'acquiescer légèrement. « Maîtresse. » Laura déglutit. L'air était lourd, chargé de mots non dits. « Je voudrais vous poser une question au sujet d'une de mes élèves, à propos d'Alitzel. » Les mains de Mathilde s'arrêtèrent. Juste un instant, une seconde qui sembla durer une éternité. Puis elles reprirent leur travail rythmé. « Que voulez-vous savoir ?» dit la vieille femme sans la regarder. Sa voix était un murmure rauque. « Sa mère dit qu'elle se prépare à devenir une femme. Je ne comprends pas ce que cela signifie. » La voix de Laura était suppliante. Silence. Seul le son rythmique et doux du métier à tisser. Le va-et-vient de la navette. Chut, clac, chut, clac. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit finalement Mathilde. Son regard restait fixé sur les fils. Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre avec la tête. On les ressent. Je veux comprendre, insista Laura, la voix chargée d'un désespoir qu'elle ne pouvait plus cacher. Elle a fait un dessin. Une cage. Elle est en danger. Je le sais, je le sens ici. Laura se frappa doucement la poitrine. Mathilde leva les yeux. Pour la première fois, Laura vit ses yeux de près. Ils étaient sombres, presque noirs, profonds. Et ils étaient remplis d'une tristesse ancienne. Une tristesse qui semblait contenir la douleur de générations entières. La vieille femme posa le métier à tisser sur le côté, avec un soin respectueux. Elle soupira. Ce fut un long soupir, profond, qui semblait venir du fond de la terre. « Il y a des dettes qui se paient avec du sang, » dit-elle à voix basse, presque pour elle-même. « Ils nous prennent notre terre, notre eau, notre âme. Si notre sang se mélange à celui des Chabochis, nous disparaîtrons, ils nous effaceront. » Laura la regardait, essayant de rassembler les pièces du puzzle. La terreur l'empêchait de penser clairement. « Quel sang ?» demanda-t-elle, même si elle redoutait déjà la réponse. Mathilde se leva. Son corps était fragile, courbé par les années. Mais son regard était d'une dureté insupportable. Elle pointa un doigt osseux vers la montagne lointaine où vivait Alitzel. « Ce soir, c'est la pleine lune, » dit-elle. La lune bénit les unions. Celles qui maintiennent le cercle fermé. Celles qui protègent l'héritage. Puis, tandis que ses yeux se fixaient sur ceux de Laura, il ajouta la phrase qui allait tout changer. « Le sang doit appeler le sang, pour que la lignée ne se brise pas. » Il se retourna et entra dans l'obscurité de sa hutte, laissant Laura seule avec ces mots cryptiques et terrifiants. Union, cercle fermé, le sang appelle le sang. Une terreur glaciale, plus froide que n'importe quel vent de la Sierra, s'empara de Laura. L'idée monstrueuse, impensable, qui hantait les recoins de son esprit, était désormais devant elle, claire et nette. Cela ne pouvait pas être vrai. Son esprit se rebellait. Elle devait le voir. Elle devait savoir. Cette nuit-là, alors que la pleine lune pendait dans le ciel noir, comme un œil blanc et vigilant, Laura revint. Elle marcha sur le sentier sombre, le cœur battant si fort dans ses tempes qu'elle craignait que le bruit ne la trahisse. La peur était un animal vivant en elle.
griffant ses entrailles. Mais l'image d'Alitzel, la petite fille du dessin dans la cage, était plus forte. Elle arriva à la cabane. Le silence était total. Elle s'approcha, retenant son souffle, se déplaçant avec la lenteur d'un cauchemar. Elle vit une faible lumière vacillante qui filtrait à travers les fissures du mur en adobe. Et elle entendit quelque chose. Un chant, monotone, grave, guttural. Elle se colla contre le mur. La boue était glacée. Elle chercha une fissure, un petit trou. Et elle regarda. Ce qu'elle vit la brisa de l'intérieur, la désintégra. Au centre de la petite pièce, éclairée par 2 bougies, Alitzel était agenouillée sur le sol en terre battue. Elle portait une tunique blanche, grossière. Son visage était pâle, sans expression, ses yeux 2 puits noirs de terreur résignée. Devant elle, également à genoux, se trouvait son frère, Démétrio. Le garçon de 15 ans la regardait avec un mélange de peur, de confusion et d'obéissance. Lui non plus ne comprenait pas. Il obéissait simplement. Debout, à côté d'eux, se tenait leur mère, Helena. Elle tenait l'une des bougies. Son visage était un masque de détermination fanatique. Ses yeux brillaient d'une lueur folle. Et entre les 2 enfants, une vieille femme que Laura n'avait jamais vue, au visage ridé comme une vieille carte, récitait des mots en langue raramuri. La vieille femme prit les mains des 2 enfants, la main tremblante d'Alitzel, la main rigide de Démétrio. Elle les joignit et commença à les attacher avec un cordon de laine rouge. Un tour, puis un autre, et encore un autre, liant leur destin, leur sang, leur avenir. Le sang s'unit au sang, chantait la vieille femme dans un murmure hypnotique. Pour que la terre ne soit pas étrangère, pour que l'esprit ne meure pas. Le cercle se referme. La graine reste à l'intérieur. Laura recula d'un pas, étouffant un cri dans sa gorge. Elle porta la main à sa bouche. Le goût métallique et amer de la bile lui brûlait la langue. Elle trébucha sur un rocher et tomba à genoux sur le sol froid et dur. Le monde tournait violemment autour d'elle. La lune, les étoiles, les montagnes silencieuses. Tout cela faisait partie d'un cauchemar lucide et atroce. Ce n'était pas une préparation, c'était un rituel, un mariage, une profanation, une condamnation à perpétuité. Elle resta là, dans l'obscurité, tremblant de manière incontrôlable. Le froid de la terre lui pénétrait les os, mais elle ne le sentait pas. Elle ne sentait que la glace qui s'était formée autour de son cœur. Maintenant, il comprenait tout. La cage du dessin, le silence complice de la communauté, le regard infiniment triste de Mathilde, les paroles d'Helena. Ce n'était pas un simple acte de méchanceté. C'était pire que cela. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe et tordu. C'était un acte de désespoir, un sacrifice humain sur l'autel de l'oubli. Une culture dévorant ses propres enfants pour ne pas être dévorée par le monde. Laura se leva. Ses jambes étaient faibles, étrangères. Elle retourna à sa cabane comme une somnambule, le regard perdu dans l'obscurité. Elle n'avait plus peur. La terreur s'était transformée en quelque chose de différent. En une certitude froide et lourde, comme une pierre tombale. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait sortir Alitzel de cette cage, même si elle devait affronter toute la montagne. Même si elle devait affronter un système qui, comme elle allait bientôt le découvrir, était aussi indifférent, aussi lent et aussi cruel que la Sierra elle-même dans sa nuit la plus sombre. Pour comprendre le nœud qui, cette nuit-là, a lié les mains et les destins d'Alitzel et de Démétrio, il faut remonter le temps. Il faut remonter les sentiers poussiéreux de la mémoire d'un village. Car cette horreur n'est pas née de rien. Ce n'est pas une fleur vénéneuse qui a poussé spontanément dans l'aridité de la montagne. C'est un arbre tordu,
aux racines profondes et amères qui s'enfoncent dans 5 siècles d'histoire. La Sierra Tarahumara n'a pas toujours été un refuge. Elle n'a pas toujours été le dernier bastion. Au départ, c'était un royaume, un territoire vaste et sacré, où les Raramuri couraient librement, suivant le cycle du soleil et des saisons. Il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait pas de titre de propriété. La terre n'appartenait à personne et appartenait à tous. Elle était le prolongement de leur propre être. Les montagnes étaient leurs temples, les rivières leurs veines, les grottes leurs maisons. Mais ensuite, les autres sont arrivés. Les Chabochis, les hommes blancs. Les premiers furent les missionnaires jésuites, au XVIIe siècle. Ils sont arrivés avec la croix dans une main et la parole d'un Dieu étranger dans l'autre. Ils disaient qu'ils venaient sauver les âmes, qu'ils apportaient la lumière. Mais leur lumière projetait des ombres sombres. En échange d'un paradis promis après la mort, ils ont démantelé une culture millénaire. Ils leur ont dit que leurs dieux, ceux qui habitaient le soleil, la lune et le peyotle, étaient des démons. Que leur rituel de connexion avec la nature était un péché. Que leur mode de vie était primitif. Les Raramuri, un peuple pacifique, ne se sont pas battus. Ils se sont retirés. Ils se sont enfoncés plus profondément dans la Sierra. Ils ont grimpé plus haut. Ils se sont cachés dans les ravins les plus profonds et les plus inaccessibles, où les chevaux des Espagnols ne pouvaient pas les atteindre. Ils ont survécu. Ils ont gardé leur essence secrète. Puis, au XIXe siècle, après l'indépendance du Mexique, d'autres Chabochis sont arrivés. Des pires. Les chercheurs d'argent et d'or. Ils ne venaient pas avec des bibles. Ils venaient avec des pioches, des pelles et de la dynamite. Ils ont foré les montagnes sacrées, à la recherche de l'éclat du métal. Ils ont détourné et empoisonné les rivières avec les déchets de leurs mines. Ils ne voyaient pas la beauté du paysage. Ils voyaient des filons de minerais. Ils voyaient la richesse. Ils ne venaient pas pour convertir. Ils venaient pour piller. Ils voyaient les Raramuri non pas comme des personnes, mais comme une main-d'œuvre bon marché et jetable, comme des obstacles sur leur chemin vers la fortune. De nombreux Raramuri ont été contraints de travailler dans les mines. Ils sont morts dans des effondrements, d'épuisement, de maladies que les étrangers ont apportées dans leur souffle et leurs vêtements. Des maladies contre lesquelles leur corps n'avait aucune défense. Les Raramuri se sont encore plus retirés. Ils ont appris à devenir invisibles. Ils sont devenus un peuple d'ombre et de silence. Ils ont appris à se méfier de l'homme blanc, à se taire, à observer de loin. Le XXe siècle a apporté avec lui une nouvelle menace. Une menace plus subtile, plus insidieuse, mais tout aussi destructrice. La menace du progrès. La menace de l'intégration. Le gouvernement mexicain, avec une arrogance paternaliste, a décidé que les Raramuri devaient être intégrés à la nation, qu'ils devaient cesser d'être des Indiens et devenir des Mexicains. On leur a construit des écoles pour leur enseigner une langue qui n'était pas la leur, effaçant ainsi leur propre langue. On leur a construit des hôpitaux pour les soigner avec une médecine à laquelle ils ne croyaient pas, méprisant leurs connaissances ancestrales sur les plantes et les remèdes. Et pire encore, on leur a donné des titres de propriété. Pour l'esprit occidental, un titre de propriété est synonyme de sécurité. Pour les Raramuri, c'était une condamnation à mort. Ces papiers ont fragmenté les terres communales, qui étaient au cœur de leur culture. Ils ont créé des divisions. Ils ont semé les graines de la possession individuelle dans une âme qui ne comprenait que le collectif. Et avec les papiers, le piège s'est refermé. Des hommes rusés sont arrivés de la ville, de Chihuahua,
de Cuauhtémoc, des hommes chaussés de bottes en peau de serpent, arborant de faux sourires et transportant des mallettes remplies de documents. Ils sont venus offrir de l'argent facile, des bouteilles d'alcool, des miroirs et des babioles en échange d'une signature ou d'une empreinte digitale sur un papier. Ils ont acheté des milliers d'hectares de forêts et de sources à des prix dérisoires. Ils ont trompé ceux qui ne savaient pas lire l'espagnol complexe des contrats. Ils ont falsifié des signatures. Ils ont proféré des menaces. Les Raramuri ont commencé à perdre leurs terres. Mètre par mètre, hectare par hectare. Et avec la terre, ils perdaient l'eau. Ils perdaient les forêts où ils chassaient. Ils perdaient les lieux sacrés où ils parlaient à leurs ancêtres et accomplissaient leurs cérémonies. Ils sont lentement devenus des étrangers dans leur propre monde, des parias dans leur propre royaume. Dans ce contexte de siège constant, de spoliation silencieuse et systématique, la peur est née. Une peur génétique, une peur de l'extinction. Et ce sont les femmes, gardiennes de la vie, qui ont ressenti cette peur avec une clarté terrifiante. Elles ont vu le danger dans les yeux de leurs filles. Elles ont vu comment celles-ci regardèrent les étrangers avec un mélange de peur et de fascination. Elles ont vu leurs fils, les plus forts, les plus courageux, partir vers les villes pour chercher du travail et ne jamais revenir. Ou revenir changés, le regard vide, parlant d'un monde qui n'était plus le leur. Ils ont vu le sang se diluer. Ils ont vu la culture s'évanouir comme la fumée d'un feu de camp. Et la peur, une peur profonde et viscérale, a donné naissance à une solution radicale. Une solution issue d'une vieille tradition presque oubliée. Une pratique issue de périodes de crise extrême. D'une époque où une communauté était isolée par la guerre, la peste ou une terrible sécheresse. La boucle était bouclée. L'union entre parents proches pour préserver la lignée. Ce n'était pas quelque chose de souhaitable. C'était un dernier recours. Un pare-feu désespéré pour empêcher l'identité d'être consumée par les flammes du monde extérieur. Helena, la mère d'Alitzel, n'était pas un monstre. Elle était le produit de cette histoire. Elle était la petite fille d'une femme qui avait vu la moitié de ses terres lui être volée à cause d'un document qu'elle ne savait pas lire et d'une promesse de progrès qui ne s'était jamais concrétisée. Elle était la fille d'un homme qui était mort à 40 ans, crachant du sang de ses poumons, après avoir travaillé pendant 10 ans dans une mine illégale pour pouvoir nourrir sa famille. Helena avait vu ses cousines se marier avec des métisses des villages voisins. Elle avait vu leurs enfants, les neveux d'Helena, se moquer des vieilles histoires. Préférer la musique de fanfare au chant du peyotle. Avoir honte de leurs grands-parents. Elle avait été témoin de la mort lente et douloureuse de son monde. Et elle avait juré que cela n'arriverait pas à sa famille, que cela n'arriverait pas à son sang. Démétrio n'était pas seulement son fils. Il était le dernier homme pur de sa lignée directe. Fort, en bonne santé. Un vrai Raramuri. Alitzel n'était pas seulement sa fille. Elle était le réceptacle sacré qui devait contenir ce sang, le protéger et le multiplier dans les limites sûres de la famille. L'inceste, dans l'esprit déformé par la peur d'Helena, n'était pas un acte de luxure. C'était un acte politique, un acte de résistance. C'était la décision d'une femme qui préférait briser le tabou le plus fondamental de l'humanité, plutôt que de voir ses enfants s'agenouiller devant un monde qui les méprisait et les effaçait de la carte. Elle a choisi l'horreur connue, le secret obscur, plutôt que l'anéantissement incertain qu'elle voyait autour d'elle. La cabane où le rituel a été célébré n'était pas seulement une maison. C'était une forteresse. La dernière tranchée d'une guerre non déclarée, une guerre perdue d'avance. La vieille femme qui attachait les mains des enfants n'était pas une sorcière. C'était une sage-femme de la survie. Une femme qui avait aidé à mettre au monde de nombreux enfants
et qui en avait vu trop se perdre dans le monde des Shabochi. Le cordon de laine rouge n'était pas seulement un morceau de ficelle, c'était un lien du sang. Une chaîne, une cage symbolique, une condamnation. Lorsque Laura regarda à travers cette fissure dans le mur d'adobé, elle ne vit pas seulement une famille folle. Elle vit le résultat final, la conséquence atroce de 500 ans de spoliation, de racisme et d'oubli. Elle vit le fruit amer d'un arbre, planté avec la graine de la cupidité et arrosé de l'indifférence du pouvoir. Elle ne le savait pas à ce moment-là. Elle ne ressentait que l'horreur crue, viscérale, de l'acte lui-même. Mais pour comprendre la folie, il faut d'abord comprendre la douleur qui la provoque. Et la douleur de la Sierra Tarahumara était, et est toujours, aussi profonde et vaste que ses propres ravins. Une douleur qui avait poussé une mère à transformer le berceau de sa fille en sa propre cage. Le lever du jour trouva Laura exactement au même endroit où la nuit l'avait laissée, assise sur le sol froid et dur de sa cabane. Le soleil filtrait à travers la seule fenêtre sale, dessinant un rectangle de lumière dans la poussière du sol. Mais cette lumière n'apportait aucune chaleur. Seulement une clarté cruelle qui éclairait la décision irrévocable qu'elle avait prise pendant les heures d'obscurité. Elle se leva. Ses muscles étaient raides et douloureux. Son corps ressemblait à celui d'une vieille femme. Avec des mouvements lents et mécaniques, elle prépara un petit sac à dos, une bouteille d'eau, un morceau de pain dur, le pull que sa grand-mère lui avait tricoté. Et, avec un soin presque religieux, elle plia et rangea le dessin d'Alitzel, la cage, la preuve, le cri silencieux. Elle savait, avec une certitude absolue, qu'elle ne dormirait plus jamais dans cette cabane. Pas seule. Sa première étape fut de descendre. Descendre de la montagne. Descendre de ce monde suspendu dans le temps et le désespoir. Descendre dans le monde des règles, des lois et des bureaux. La descente fut une torture. Chaque pas lui faisait mal. Le soleil, qui quelques semaines auparavant lui semblait une bénédiction, était désormais un ennemi qui lui brûlait la peau et lui desséchait la gorge. Elle marcha pendant des heures jusqu'à atteindre la route de terre. Elle s'assit sur un rocher pour attendre. Le silence était total, seulement interrompu par le bourdonnement des insectes et les battements de son propre cœur. Elle attendit 1 heure, puis 2. Finalement, une camionnette Ford brinque-ballante, crachant un nuage de fumée noire, s'arrêta à côté d'elle. Le conducteur, un homme métissé au visage buriné par le soleil et la méfiance, la regarda de haut en bas. « Vous allez à Créel, maestra ?» demanda-t-il sans sourire. Laura acquiesça, incapable de parler. Le trajet se déroula en silence. Laura regardait par la fenêtre les montagnes s'éloigner, ressentant un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. Ils arrivèrent à Créel. Un village qui était une contradiction en soi, une blessure dans la Sierra. Un endroit qui vivait de la vente de la culture, qu'il contribuait en même temps à détruire. Des hôtels de luxe aux noms anglais côtoyaient des boutiques poussiéreuses où des femmes raramouries vendaient leurs objets artisanaux pour quelques pièces. Des touristes européens, équipés d'appareils photo valant plusieurs milliers de dollars, marchandaient le prix d'un panier qui avait nécessité 1 semaine de travail. Laura ne s'est pas arrêtée pour regarder. Elle avait la nausée. Elle s'est rendue directement au seul bureau gouvernemental qu'elle a trouvé, la mairie. C'était un bâtiment laid, en béton gris, qui jurait brutalement avec l'architecture en bois et en pierre du reste du village. Une tumeur bureaucratique au cœur de la Sierra. Elle entra. L'air à l'intérieur était vicié. Il sentait le vieux papier, le café réchauffé et une profonde apathie immuable. Un homme manifestement en surpoids, vêtu d'une chemise à carreaux tachée de sueur sous les aisselles, était assis derrière un bureau métallique cabossé.
Son attention était entièrement absorbée par un petit téléviseur à tube cathodique qui diffusait un match de football. Il ne leva même pas les yeux lorsque Laura s'approcha. « Excusez-moi, » dit-elle. Sa voix était faible, presque inaudible. Sans la regarder, l'homme tendit la main et augmenta le volume du téléviseur. « Excusez-moi, » répéta Laura, plus fort cette fois, avec une pointe de désespoir. « J'ai besoin d'aide. C'est une urgence. Une petite fille. » L'homme soupira. Ce fut un long soupir, bruyant, théâtral. Le soupir d'un homme profondément contrarié par cette interruption. Il détourna lentement les yeux de la télévision, avec une lenteur exaspérante. Il la regarda de haut en bas, s'attardant sur ses vêtements poussiéreux et son visage angoissé. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Son ton n'était pas agressif. C'était pire. C'était d'un ennui infini. Laura se mit à parler, vite. Les mots jaillissaient avec précipitation, se chevauchant dans leur urgence à être dits. Elle évoqua l'école, parla d'Alitzel, de son silence, du dessin, et, la voix tremblante, du rituel auquel elle avait assisté. Ils unissent une jeune fille de 13 ans à son frère, conclut-elle, les yeux emplis de larmes de douleur et de frustration. Nous devons faire quelque chose. Maintenant. L'homme l'écouta sans bouger un seul muscle de son visage. Son expression était complètement neutre. Lorsque Laura eut terminé, il cligna lentement des yeux, comme un reptile. Il se cala dans son fauteuil, qui protesta par un grincement aigu et prolongé. « Maîtresse, » dit-il, et la façon dont il prononça ce mot en fit une insulte. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» Laura acquiesça, perplexe face à cette question. « Écoutez, » poursuivit l'homme, adoptant un ton paternaliste et condescendant qui retourna l'estomac de Laura. « Ce sont vos coutumes, celles des indigènes. Les us et coutumes, vous comprenez ? La loi leur permet de suivre leurs propres règles. »« Mais c'est une enfant !» s'écria Laura, perdant son sang-froid. « C'est un crime. L'abus d'une mineure est un crime fédéral. » L'homme sourit. C'était un sourire vide, sans joie, sans rien. Ici, dans les montagnes, les choses sont différentes. Ce qui est un crime en ville est une tradition ici. Si nous commençons à nous mêler de leurs affaires, nous allons avoir de gros problèmes. Ils bloquent les bloquent les routes, brûlent des pneus. Ça n'en vaut pas la peine. Je vous suggère, pour votre propre bien, de ne pas vous en mêler. Il se retourna vers la télévision. Un joueur venait de marquer un but. « But !» cria le commentateur. Le cri retentit dans le petit bureau sale. Pour l'homme assis derrière le bureau, la conversation était terminée. Le problème de Laura était moins important qu'un match de football. Laura resta là, debout, tremblante. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle ressentit une vague de rage si intense qu'elle en eut le vertige. Elle eut envie de crier, de renverser le bureau, de casser cette stupide télévision. Mais elle se retint. Le système n'était d'aucune aide. C'était un mur d'indifférence et de cynisme. Elle sortit du bureau. La lumière du soleil l'aveugla un instant. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Les touristes riaient. Les vendeurs proposaient leurs marchandises. Personne ne savait. Personne ne s'en souciait. Elle s'assit sur un banc de la place, abattue. Elle se sentait complètement seule, isolée. Elle sortit le dessin d'Alitzel. Elle le regarda. La silhouette dans la cage. Non. Elle n'allait pas abandonner. Elle ne pouvait pas.
Elle le devait à cette petite fille sans visage. Si les autorités locales étaient une impasse, elle s'adresserait à un niveau supérieur. Elle passa la nuit dans une pension bon marché qui sentait l'humidité et la tristesse. Elle ne dormit pas. Le lendemain matin, elle prit le premier bus en direction de la capitale de l'État. Chihuahua. Après 8 heures de voyage, elle arriva dans une vraie ville. Avec de grands immeubles, des feux de signalisation, de la circulation et un bruit constant qui contrastait brutalement avec le silence de la montagne. Elle avait l'impression d'avoir voyagé dans un autre pays, sur une autre planète. En demandant son chemin, il réussit à trouver le siège du DIF, le système pour le développement intégral de la famille. Le nom semblait prometteur. Cela lui donna un petit espoir fragile. Le bâtiment était grand, moderne, avec des portes vitrées et la climatisation. Un monde à part. Une réceptionniste au maquillage impeccable et au sourire étudié lui donna un numéro. « Attendez qu'on vous appelle. » Laura attendit. Elle attendit 2 heures sur une chaise en plastique inconfortable, entourée d'autres personnes au visage chargé de problèmes. Finalement, une voix dans un haut-parleur prononça son numéro. Une femme la reçut. Carmen Mendoza. Une assistante sociale d'une 40aine d'années, les cheveux attachés et les cernes sous les yeux qui témoignaient de longues journées et d'un trop grand nombre de dossiers à traiter. Elle semblait fatiguée. Mais son regard était franc et aimable. Laura raconta son histoire pour la énième fois. Mais cette fois-ci, elle le fit avec plus de calme, avec plus de détails, avec une précision presque chirurgicale. Elle lui montra le dessin. Carmen l'écouta sans l'interrompre. Elle prit des notes sur un bloc-notes à feuilles jaunes. Elle posa des questions intelligentes et précises. Pour la première fois depuis qu'elle était descendue de la montagne, Laura eut le sentiment que quelqu'un l'écoutait vraiment. « C'est très grave, Laura, » dit Carmen lorsqu'elle eut terminé. Sa voix était sérieuse. Extrêmement grave. Il s'agit d'abus sur enfants, corruption de mineurs, violation de ses droits humains les plus fondamentaux. Nous devons agir. Les paroles de Carmen furent un baume pour l'âme blessée de Laura. Elle sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Que va-t-on faire ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'un nouvel espoir. « Commençons par le commencement. J'ai besoin que tu fasses une déclaration officielle, par écrit, avec tous les détails, les noms, les dates, les lieux, tout ce dont tu te souviens. » Laura passe les 3 heures suivantes dans une petite cabine, à écrire. Chaque détail, chaque mot dont elle se souvenait, le visage d'Elena, le regard perdu de Démétrio, le cordon rouge. Le chant de la vieille femme. Quand elle eut terminé, ses mains tremblaient et elle se sentait complètement épuisée. Mais aussi, pour la première fois, utile. Elle avait le sentiment que la grande et lourde machine de la justice s'était enfin mise en marche. « Bien, » dit Carmen, après avoir lu attentivement la déclaration. « C'est fort. C'est solide. Avec ça, nous pouvons demander à un juge une ordonnance de protection urgente pour la mineure. Une ordonnance qui nous permettra d'aller dans la communauté, accompagnée par la police d'État, d'évaluer la situation et, si nécessaire, de mettre la fille en sécurité. »« Quand ?» demanda Laura, impatiente. « Demain ?» Carmen fronça les sourcils. Elle posa les papiers sur le bureau. « Eh bien, ces démarches prennent du temps, Laura. Il faut envoyer le dossier au service juridique. Ils l'examinent, s'assurent que tout est en ordre. Ensuite, ils le présentent à un juge aux affaires familiales. Le juge doit l'étudier et rendre son ordonnance. Cela pourrait prendre quelques semaines.
Le mot résonna dans la tête de Laura. Des semaines, répéta-t-elle, incrédule. Le soulagement s'évanouit, remplacé par une panique glaciale. Nous n'avons pas des semaines. Cette petite fille vit un enfer en ce moment même. Chaque jour est une torture. Ou-est-ce ? Je sais, dit Carmen. Et Laura pouvait voir que son empathie était sincère. Crois-moi, je sais. Mais c'est ainsi que fonctionne le système. Il y a des procédures, des protocoles. Nous ne pouvons pas simplement venir chercher la petite, même si nous le voulons. Légalement, ce serait un enlèvement. Et la famille pourrait nous poursuivre en justice. Nous avons besoin d'une ordonnance du tribunal. Laura sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Encore une fois, des semaines. Que pouvait-il arriver à Alitzel pendant ces semaines? L'image du rituel lui revint à l'esprit. Les mains liées, les yeux vides. Un frisson violent lui parcourut le dos. Carmen vit le désespoir sur son visage. Elle le reconnut. Elle l'avait vu des centaines de fois. « Écoute, » dit-elle en se penchant vers elle et en baissant la voix. « Je vais le marquer comme code rouge, urgent. Je l'apporterai personnellement au service juridique. Je ferai pression. J'appellerai tous les jours. Mais je ne peux rien te promettre. » Laura quitta ce bureau moderne et climatisé avec un sentiment doux amer qui lui brisait le cœur. Elle avait trouvé une alliée, une personne honnête au milieu de la machine. Mais cet allié avait les mains liées par la bureaucratie même qui était censée protéger les personnes vulnérables. La justice avait des horaires de bureau, des formulaires en 3 exemplaires, des délais d'attente. L'horreur, non. L'horreur fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle n'avait pas besoin de tampons ni de signature. Laura réalisa avec une brutalité évidente qu'elle était piégée. Piégée dans les limbes bureaucratiques. Piégée entre l'urgence désespérée de la vie d'une enfant et la lenteur exaspérante d'un système qui n'était pas conçu pour les urgences humaines. Elle était piégée dans la salle d'attente de l'enfer. Elle attendait que quelqu'un, dans un bureau lointain, daigne tamponner un papier. Et alors commença l'attente. Une attente qui devint une forme de torture. Laura loua une petite chambre dans un quartier bon marché de la ville. Une chambre avec une seule fenêtre donnant sur un mur de briques. C'était sa cellule auto-imposée. Les jours se transformèrent en un rituel angoissant. Elle se réveillait chaque matin avec un nœud à l'estomac. L'image d'Alitzel était la première chose qu'elle voyait en ouvrant les yeux. À 9 heures pile, elle appelait Carmen. La première semaine, les réponses de Carmen contenaient encore une lueur d'optimisme. « Ne t'inquiète pas, Laura. Il est déjà au service juridique. Ils sont en train de vérifier. » On m'a dit qu'ils allèrent le mettre en haut de la pile. Laura s'accrochait à ces petites phrases comme un naufragé à un morceau de bois. Mais les jours passaient et le ton de Carmen commença à changer. La deuxième semaine, l'optimisme fit place à la frustration. « Laura, je suis désolé. L'avocat qui s'en occupe est tombé malade. Il y a beaucoup de dossiers en attente. Il me demande d'avoir de la patience. Le système est surchargé, Laura. Je fais de mon mieux. Patience. » Ce mot résonna comme une gifle. Comment demander d'attendre quand on sait qu'une petite fille subit chaque jour, chaque nuit, des souffrances indicibles? Peu à peu, Laura s'est effondrée. Elle ne dormait pas. Elle arpentait la ville pendant des heures, sans but, le regard perdu. Elle voyait des filles de l'âge d'Alitzel jouer dans les parcs, rire, et ressentait une douleur si intense qu'elle en avait le souffle coupé. Le système ne se contentait pas de l'ignorer. Il la détruisait. Elle appelait Carmen 2 ou 3 fois par jour. Sa voix devenait de plus en plus désespérée.
Elle était devenue une nuisance, et elle le savait. Mais elle s'en moquait. Des nouvelles, Carmen? Le juge l'a-t-il déjà vu? S'il te plaît, Carmen, tu dois faire quelque chose. Au début de la 3e semaine, la voix de Carmen n'était plus qu'un écho de la bureaucratie. Fatiguée, résignée. Le dossier a déjà été transmis au tribunal, Laura. Il est désormais entre les mains du juge. Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre sa décision. Et quand prendra-t-il sa décision? Supplia Laura. Quand il aura le temps, Laura. Quand il aura le temps. Le temps. Un luxe qu'Alitzel n'avait pas. Un après-midi, après 15 jours d'attente infernale, le téléphone de Laura sonna. C'était Carmen. Sa voix semblait différente, éteinte, monotone. « Laura, dit-elle, j'ai besoin que tu viennes au bureau. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Laura sentit son cœur se serrer, un mélange de panique et d'espoir. Était-ce enfin l'ordre? Elle courut. Elle prit un taxi qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle arriva au bâtiment du DIF à bout de souffle. Elle monta dans le bureau de Carmen. Elle la trouva assise devant son bureau, mais elle ne travaillait pas. Elle avait les mains jointes sur une pile de papier et le regard fixé sur un point du mur. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. « Que se passe-t-il » demanda Laura essoufflée. « Avons-nous l'ordre? Partons-nous » Carmen secoua lentement la tête. Elle évitait son regard. « Laura, assieds-toi, s'il te plaît. » Laura ne s'assit pas. Elle resta debout, raide, se préparant au choc. Carmen finit par la regarder. Ses yeux, autrefois bienveillants, étaient désormais vides, abattus. L'affaire a été reclassée, dit-elle à voix basse, comme si les mots lui coûtaient un effort physique. Reclassée, répéta Laura, sans comprendre. Qu'est-ce que cela signifie? Carmen prit une profonde inspiration, un soupir qui semblait porter tout le poids de l'impuissance du monde. Nous avons envoyé une équipe du bureau régional, celui de Crel, pour effectuer une visite de reconnaissance, sans ordre, juste pour voir, pour préparer le terrain. Elle fit une pause. Ils sont arrivés dans la communauté ce matin. Et? Demanda Laura, sentant le froid envahir ses veines. La famille est partie, dit Carmen d'une voix neutre, sans émotion. Ils ont disparu? La maison est vide. Les voisins disent qu'ils sont partis il y a quelques jours. Au milieu de la nuit. Personne ne sait où. Laura eut le souffle coupé. Elle sentit ses jambes fléchir et s'appuya contre le mur de la cabine pour ne pas tomber. Vide. La maison était vide. Alitzel, Démétrio, Elena. La terre les avait engloutis. Le silence les avait engloutis. Quoi? Comment? Murmura Laura, même si elle connaissait déjà la réponse. Quelqu'un les a prévenus. Bien sûr que quelqu'un les a prévenus, dit Carmen, avec une soudaine pointe d'amertume dans la voix. Le type de la mairie, probablement. Ou le cousin de quelqu'un qui travaille au parquet. Dans ces endroits, l'information est le pouvoir, et le silence est d'or. Laura ferma les yeux. L'image de la cabane vide. Le vent soufflait à travers la porte ouverte. La cage avait bougé. « Et maintenant » murmura Laura, avec le dernier soupçon de force qui lui restait. « Où allons-nous la chercher? Que faisons-nous » Et alors, Carmen Mendoza, l'assistante sociale, l'allié, le seul espoir, prononça les mots qui représentaient l'épitaphe de la justice. La victoire finale de la bureaucratie sur l'humanité. Maintenant, dit-elle en regardant des papiers sur son bureau comme s'ils étaient la chose la plus importante au monde.
Ce n'est plus un cas de maltraitance infantile pour le DIF. C'est un cas de personne disparue. Et cela relève d'une autre autorité. Du bureau du procureur général de l'État. À l'unité des personnes non localisées. Il leva les yeux. Son regard était empreint d'une résignation résignée, celle de quelqu'un qui a mené ce combat 1000 fois et l'a perdu 1000 fois. J'ai rempli le formulaire de renvoi pour toi. Je l'ai envoyé ce matin. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'ils ouvrent un dossier d'enquête. Le système ne cherchait pas à Litzel. Le système ne cherchait pas la justice. Le système cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, dans des archives, dans des numéros de dossiers, à la classer, à l'archiver jusqu'à ce que le temps et la poussière la fassent oublier. Laura ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Elle fit demi-tour et sortit du bureau. Elle marcha sans but dans les rues de Chihuahua, comme une somnambule. Le soleil se couchait, les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Des milliers de fenêtres illuminées, des milliers de vies, des milliers d'histoires. Et quelque part, dans l'immensité de la Sierra, sous la même lune qu'il avait vue être condamnée, une fillette de 13 ans était prisonnière d'une cage invisible. Une cage construite avec la peur, la tradition et l'échec de toutes les personnes qui auraient dû la protéger. Son échec. Laura n'a jamais repris son métier d'enseignante. Comment aurait-elle pu? Le silence de la Sierra l'avait rendue sourde à jamais. L'histoire d'Alitzel, comme vous l'avez deviné, n'a pas de fin heureuse. Il n'y a pas de sauvetage héroïque de dernière minute. Il n'y a pas de justice. Son nom est devenu un numéro de dossier. SIC H 2025-08-345. Un dossier de plus dans une archive qui prend la poussière dans une cave du parquet. Son visage s'est effacé. Comme tant d'autres visages d'enfants perdus dans les replis de l'indifférence d'un pays qui se dévore lui-même. Ce n'est pas une histoire inventée pour susciter la curiosité morbide ou pour divertir. C'est le reflet d'une réalité qui se répète, sous différents noms et dans différentes régions géographiques, dans les coins oubliés de notre continent, là où les cultures ancestrales sont écrasées par un progrès qui ne profite qu'à quelques-uns, là où le désespoir engendre des monstres qui étaient autrefois des victimes. Et où le système, cette immense et lourde machinerie créée pour protéger, devient le dernier complice de l'horreur par sa lenteur, sa bureaucratie et son profond et abyssal manque d'humanité. L'histoire d'Alitzel nous oblige à nous poser des questions dérangeantes. Où s'arrête la tradition et où commence le crime? Qui est le véritable coupable? Une mère terrifiée qui sacrifie sa fille pour sauver le dernier vestige de son identité? Ou une société qui la pousse à prendre cette décision en la mettant au pied du mur et en la dépouillant de tout? Je n'ai pas les réponses. Mon travail, ici, à Realidad Prohibida, n'est pas d'apporter des réponses faciles à des problèmes complexes. C'est de poser les bonnes questions. C'est éclairer l'obscurité, même si ce que nous voyons nous brûle les yeux. Alitzel, petite goutte d'eau. Aujourd'hui, son histoire n'est qu'une goutte dans l'immense océan de notre oubli collectif. Mais chaque goutte compte. Chaque voix qui s'élève contre le silence a son importance. Ne l'oublions pas. N'oublions pas les milliers d'enfants qui, en ce moment même, sont sacrifiés sur l'autel de notre indifférence. Je suis Matteo Del Valle. Et rendez-vous dans la prochaine Realidad Prohibida.